Alors, me voilà de retour dans le studio d'enregistrement afin de tourner l'épisode 2 que vous avez largement sollicité, suite à, mon premier épisode où je vous racontais, la fin de mon année 2025 qui a été un petit peu, mouvementée. Et tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode 1 et tous les retours que j'ai reçus, notamment, en message privé, sur Instagram, en majorité. Et voilà, je suis super reconnaissante de la bienveillance que j'ai reçue. Il est vrai que j'ai une vie, peu banale. Mes collègues et amis pourront le confirmer et j'adore vous raconter, mes péripéties. Donc, voilà, je pense avoir fait preuve de transparence et ça vous a donné envie de vous confier. Donc déjà, merci beaucoup pour, la confiance que vous m'avez accordée. Hem, j'ai eu plusieurs demandes, de conseils, notamment, comment trouver un avocat, comment, déménager si on veut s'installer à Nice, qui consulter en cas d'IVG et des conseils sur, comment trouver le courage de quitter son conjoint et voilà. Donc merci encore. Alors, en réalité, l'épisode 2, je pensais le faire rapidement, donc au cours du premier trimestre de l'année. Mais je suis vraiment contente d'avoir attendu finalement, 7 mois parce que ça me donne, pas mal de recul afin de pouvoir vous partager vraiment, comment j'ai rebondi, comment j'ai sombré aussi et comment j'avance, maintenant. Donc au début, bon, vous avez été nombreux à constater, ma perte de poids. C'est vrai que j'ai perdu à peu près 6 kilos, depuis le divorce. Je pense que, il y a une part de l'ego qui se manifeste quand on se fait quitter et voilà, moi, je me suis mis à aller à la salle et naturellement, j'ai perdu, du poids. Donc c'est vrai que cette transformation physique, déjà, ça m'a aidée à reprendre confiance en moi, mais de base, je suis pas du tout quelqu'un de sportive. Donc vous avez beaucoup, posé la question, donc je vais vous le dire ici, mon entraînement, c'est vraiment basique. Je fais 15 minutes de rameur, 5 minutes d'escalier et 40 minutes de tapis incliné. Et l'inclinaison, ça dépend vraiment de ma forme du jour, quoi. Donc voilà et ça a suffi pour me faire perdre, on va dire, mes kilos, superflus et c'est vrai que dans un premier temps, moi, je faisais vraiment comme si tout allait bien, même très bien. Au début de l'année, bah, voilà, j'allais au sport, j'avais déménagé, j'ai repris ma vie, comme si de rien n'était et j'ai beaucoup, beaucoup fait la fête. En fait, je sortais beaucoup parce que j'avais besoin d'être entourée, de voir mes amis et puis, quand vous sortez, ben, vous vous apprêtez, vous faites draguer et aussi, il y avait de l'alcool et c'est vrai que l'alcool, ben, ça aide vachement à oublier et ça anesthésie les émotions. Donc je suis beaucoup sortie mais en fait, je suis sortie dans l'excès, vraiment beaucoup, beaucoup et j'avais besoin d'oublier un peu ce qui m'était arrivé donc en fait, j'ai très régulièrement, fait des blackouts et j'en faisais plusieurs fois par semaine. J'arrivais à plus me rappeler des fins de soirée, le début de l'année, c'était ça. Je me suis même mise à acheter de l'alcool, chez moi, chose que je ne faisais pas du tout auparavant. J'ai jamais eu d'alcool chez moi et je me suis vue, boire, seule, quand je rentrais du travail, et en fait, quand on me demandait, comment j'allais, moi je répondais: «Mais ça va super bien, franchement, nickel» et ça a duré plusieurs mois comme ça et en fait, j'étais clairement dans le déni, mais dans le déni le plus total. Moi, j'étais sûre d'aller bien. Je me disais: «Bah, en fait, ça va, quoi» et ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai entrepris dans ma vie, 7 psychothérapies, j'ai lu beaucoup de bouquins sur le développement personnel et j'ai visionné à peu près des centaines d'heures de vidéos de coaching et on décrit 5 phases dans le deuil et donc ces phases, elles sont assez précises. Dans un premier temps, la première phase, c'est le déni.
La deuxième, c'est la colère. La troisième, c'est la négociation. La quatrième, la dépression. Et la cinquième, l'acceptation. Et en fait, moi, je le savais, mais je me sentais absolument pas concernée par le deuil, parce que personne n'était mort dans mon entourage, en fait. Donc, en fait, je me suis pas rendu compte de la violence, en fait, de ce que j'avais vécu. On va faire une pause, je crois. Non, ça va. Ouais. Non, ça va, ça va. Du coup, je reprends. Pourtant, je m'étais entraînée à répéter, mais c'est vrai que je suis toujours au niveau émotionnel impactée par ce que j'ai traversé, parce que c'est vrai que je me suis mariée il y a moins d'1 an, donc c'est vrai que ça reste encore récent. C'est vrai que personne n'était décédé dans mon entourage, mais mon projet de vie, mon couple, mon niveau de vie, la grossesse et ma vision du futur, bah, tout était parti de ma vie en 1 mois, en fait. Donc c'est vrai que ça a été dur. Donc pour vous décrire, en fait, les phases par lesquelles je suis passée, donc le déni, moi, j'étais vraiment en mode girl power, la vie continue, tout arrive pour une raison, j'ai hâte d'être au prochain chapitre de ma vie. Ces phrases un peu toutes faites qu'on utilise pour, bah, je sais pas, pour continuer d'avancer, sinon on baisse un peu les bras. Et quand on me disait «Tu es sûre que ça va? Tu veux pas voir un psy?» Mais je le prenais très mal. Je disais: «Bah non, tu vois bien que tout va bien, je vais super bien». Et ça a duré à peu près 4-5 mois quand même, hein. C'est une phase qui a été longue. En ce qui concerne la phase de la colère, moi je l'ai pas manifestée. Enfin, je l'ai manifestée plus tard, mais pour moi qui suis hypersensible, c'est très énergivore d'être en colère. Et j'avais besoin de continuer d'avancer. Je devais garder mon énergie pour les papiers du divorce, le déménagement, l'avortement et tout. Donc, en fait, cette énergie, j'ai même continué de travailler. Donc, je voulais pas la dépenser dans de la colère. L'étape 3, qui est l'étape de marchandage et de négociation, c'est en fait l'étape où, de ce que j'ai ressenti, tu as pas envie de tourner la page et tu négocies pour que ton passé reste dans ton présent. Et moi, j'avais vraiment à cœur de garder des bons rapports avec mon ex-mari, dans la bienveillance. Je voulais garder contact pour prendre régulièrement des nouvelles de mon chat, qu'il a gardé du coup. Et aussi parce qu'il me devait encore un peu de sous. Donc voilà, tous les mois, j'avais quand même des messages jusqu'au jour où il m'a bloquée. Donc j'ai pu continuer cette phase. En fait, elle s'est stoppée à ce moment-là. Mais moi, j'aurais été du genre, si lui partait en vacances, j'aurais gardé le chat, quoi. Mais lui, il voyait pas les choses de cet œil-là. C'est une phase qui a quand même duré, je pense, 6 mois pour moi. Le marchandage, en fait. J'avais pas du tout envie de tourner cette page. Et là, je pense que comme il m'a bloquée vers mai, eh bien, la dépression, elle est arrivée à ce moment-là, sans que je la voie arriver, mais vraiment pas. J'ai pas vu débarquer dans ma vie la dépression, parce que moi, déjà, je suis pas du tout quelqu'un de dépressive, de triste. Je suis plutôt solaire, joviale, et j'ai jamais pensé qu'un jour ça m'arrive dans ma vie. Mais je me suis rendu compte que je faisais une dépression parce que j'ai commencé à faire des cauchemars et c'est dans mes cauchemars que ma colère s'est exprimée. Que en fait, je m'étais jamais mis en colère vraiment suite à ce qui s'est passé, mais en fait, la nuit, bah, je m'énervais contre lui, je lâchais ma colère dans les cauchemars. Je me réveillais dans des états
Et j'ai commencé à pleurer, je pleurais énormément. Pourtant ça faisait déjà 5-6 mois qu'on avait divorcé, donc je m'attendais pas du tout à avoir un contre-coup. Et ce contre-coup, il a été assez, étonnant parce qu'en plus des cauchemars et des pleurs, où j'arrivais pas de m'arrêter, j'ai commencé à avoir des idées, noires, des idées suicidaires, quoi. Et c'est surprenant parce que c'est des idées que moi je qualifie de parasites. En fait, vous êtes, tranquillement, pour vous donner un exemple, moi je pratique le rituel de gratitude le soir avant d'aller me coucher. Donc le principe, c'est de se remémorer, 3 choses positives de sa journée. Par exemple, bon, beh, j'ai un toit sur la tête, mon client m'a donné un pourboire, j'ai passé un moment de qualité avec telle personne. Et ça, je fais ça depuis 10 ans, donc je suis quand même hyper rodée dans l'exercice. Et ben, entre 2 pensées, positives, paf, d'un coup, j'avais une pensée parasite qui débarquait et je me voyais, étalée au plein milieu du salon, les veines ouvertes et je me disais: «Mince, c'est vrai que j'ai 2 chiens, faudrait que si je fais ça, je laisse la porte ouverte pour que le voisin puisse récupérer les chiens». Carrément, je me faisais des scénarios suicides, quoi, et je me voyais sauter du balcon, des trucs de fou, et ça faisait peur. Même je me suis dit à un moment donné: «Bah, ça y est, depuis que tu as avorté, beh, la mort, elle fait partie de toi, quoi. Elle t'habite et elle est jamais partie». Donc c'est vrai que ça a été très, très, violent, en fait. J'ai eu un retour de boomerang, mais horrible, franchement, très, très violent. Et l et la dernière étape, qui est l'étape de l'acceptation, je pense que je commence à rentrer dedans. Donc c'est en bonne voie. Là, je suis suivie par un psychologue, par, un hypnothérapeute également, et l'acceptation, je sens qu'elle est en train d'arriver. Je sens que je suis sur la bonne voie, et d'ailleurs ça me donnera l'occasion de vous faire un épisode 3, afin de vous raconter, bah, la suite et comment j'avance aujourd'hui. À ce sujet d'ailleurs, je mettrai, le lien, cliquable sous la vidéo pour, une cagnotte en ligne, pour tourner mon épisode 3. Voilà, j'ai fini de vous partager un peu, le récit des 7 derniers mois. J'ai trouvé, inspirant d'inviter quelqu'un, sur, cette vidéo, qui m'a beaucoup, beaucoup soutenue, ça y est, je vais repleurer, qui m'a beaucoup soutenue cette année. Vraiment ça va, mais c'est vrai que, bah, j'ai beaucoup de chance d'avoir été entourée, et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, bah, ça arrive pas forcément qu'aux autres, et moi, ce qui m'a aidée, c'est de me confier, même s'il y a des choses super difficiles, comme ce que je viens de vous dire. Enfin, voilà, je suis pas fière, d'être tombée dans l'alcoolisme ou d'avoir eu des, idées noires, j'en suis pas fière, mais j'ai quand même trouvé la force de me confier, et c'est ce qui m'a aidée, et du coup, bah, aujourd'hui, j'ai invité ma mère, à partager cette vidéo avec moi, et mes parents vont fêter 40 ans de mariage, et j'ai trouvé ça intéressant de lui poser des questions et d'avoir son retour sur une vie maritale, parce que c'est vrai que notre génération, j'ai l'impression on galère à trouver l'amour et en tout cas avoir des relations qui durent sur du long terme. Donc voilà, là, je vais aller la chercher. Bien. Alors, maman, bienvenue, sur, le plateau. Je vais te poser quelques questions concernant, ton expérience, ton retour d'expérience après, bientôt 40 ans de mariage. Si je me trompe pas, ce que tu nous as toujours dit, c'est que tu avais demandé à papa, qu'il t'épouse au bout de 3 jours, de relation. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est vrai que c'est étonnant, mais je savais ce que je voulais. Et en plus, j'ai eu une éducation où le timing, c'était
le timing. Fallait vraiment être dans les temps. Et pour moi, trouver un mari, c'était vraiment une course. Ça faisait partie du programme. Très jeune, il fallait qu'à tel âge je parle, à tel âge je marche, à tel âge j'avais plus de couches, à tel âge j'allais à l'école. Tout était... Mais t'avais quel âge quand t'as rencontré papa? Alors, j'avais 18 ans. Et en fait, j'avais exactement l'âge que ma mère avait quand je suis née. Hmm. Du coup, j'ai passé mon temps à faire la comparaison en me disant « Oh, il y a urgence, si je vais être maman, je suis déjà vieille ». Ah À oui. partir de 18 ans, j'étais un peu dans le... T'as comparé avec l'histoire de tes parents et en fait, tu t'es dit, bon, bah moi, il faut que je me dépêche, quoi. Voilà, j'avais un schéma... Et t'aurais pas pu avoir des enfants sans te marier? Non. Ah non, non, parce que moi, j'étais heureuse dans le foyer dans lequel j'étais. Du coup, moi, j'avais vraiment envie de reproduire ça. C'était un modèle. Donc, tu voulais reproduire le modèle. Ah oui, oui, oui. Donc, dans les étapes, tu te maries, t'as des enfants, t'achètes la maison, Ah oui, un programme. un programme. Ok. Un programme, c'était un peu comme ça que je fonctionnais. Et puis, peut-être qu'en moi, j'avais un instinct maternel assez fort parce que j'ai énormément joué à la poupée. C'était mon truc. Jouer à la poupée, c'était vraiment ce que je préférais quand j'étais petite. Du coup, tu t'es pas dit, je suis peut-être un peu trop jeune pour avoir des enfants, parce que tu étais enceinte à 22 ans. Mm. Tu m'as eu à 23 et tu t'es pas dit, peut-être c'est trop tôt, je suis pas encore assez stable ou mature. Ou... Non, non, j'étais toujours en train de me dire oh, ben, je perds un an parce que papa devait aller au service militaire. Donc, déjà, c'était pas trop tôt, c'était presque trop tard. J'avais perdu encore un an. D'accord, d'accord. Il fallait qu'il ait fini son service militaire. Ok. Donc, il y avait cet aspect-là des choses qui me motivaient. Et puis, l'autre aspect aussi, c'était par rapport à ma personnalité. C'est comme si, d'un point de vue sociétal, j'allais acquérir un statut et ça me permettrait de me sentir mieux dans ma peau. C'est un peu comme quand les jeunes filles se comparent. Ah oui, alors toi, tu n'as jamais eu de relation avec un garçon. J'étais très soucieuse du regard des autres parce que je n'avais pas confiance en moi. Donc, je me disais, plus vite j'aurai des enfants et plus vite je me sentirais à l'aise. Parce que moi, j'ai toujours été hyper timide, donc... Hmm. Oui, c'est vrai que quand tu te maries, bah, tu gagnes un statut, tu es C'est ça. mariée. Ouais. Et c'est vrai que moi aussi, moi j'ai eu ça parce que beaucoup de mes copines, quasiment la totalité, sont mariées. Et moi je l'étais pas parce que je me suis mariée entre guillemets tard à 37 ans. Et j'avais le sentiment que bah, j'avais échoué quelque part, de pas trouver la personne tôt dans ma vie, en fait. Mais aujourd'hui, le mal du siècle, j'ai l'impression, c'est que les mariages tiennent pas. Je suis pas un cas isolé. Bon, mon mariage a duré 2 mois. J'ai peut-être battu des records, mais enfin, je suis pas un cas isolé. Et je voulais savoir quels conseils tu pourrais donner aux gens de ma génération qui galèrent en amour, soit à trouver l'amour, mais soit aussi à le faire durer, puisque toi, voilà, tu as fait bientôt 40 ans que vous êtes ensemble. Et selon toi, c'est quoi ton secret de la longévité? Alors, je pense que déjà, il faut bien être conscient que c'est un projet ambitieux. Le mariage, c'est comme devenir entrepreneur. On va devoir tout gérer en même temps. Et c'est pour ça que il faut accepter d'avoir des défaillances. C'est-à-dire que si 80% du temps ça se passe bien et 20% du temps on a des défaillances, ça fait partie du process. On va tout le temps être en apprentissage parce que autant si vous voulez être chirurgien, pilote d'avion, menuisier, il y a des modes d'emploi. Par contre, être en couple, eh bien, à chaque fois ce sont des situations uniques. Il n'y a pas de mode d'emploi. On apprend au fil de l'eau, donc il faut accepter d'avoir des phases difficiles parce que
on, on est vraiment en terre inconnue, c'est la découverte. Et moi, pour ne citer qu'un exemple, un cas concret, avant, quand je partais en vacances avec papa, les 2 premiers jours, on passait son temps à avoir des tensions parce que lui voulait faire un maximum de choses pour vraiment développer son côté sportif, et moi, je voulais me reposer. Lui, il me disait, mais on est jeune, faut qu'on en profite. Et moi, je lui dis, mais attends, on court toute l'année, on ralentit. Et en fait, le 3e jour, on commençait seulement à profiter des vacances parce que on avait trouvé tous les deux notre rythme. Alors que maintenant, on ne se dispute plus du tout, on est très en phase tout de suite, parce qu'il me dit « ouais, je veux faire ci, je veux faire ça hein. ». Et moi, au lieu de me bagarrer avec lui en lui disant « mais non, c'est trop », je lui pose juste une question et je lui dis « est-ce que ça ne va pas être trop ?» Et alors il me dit « mais non, on est jeune et tout ». Et c'est tout, ça s'arrête là. Et de lui-même, la petite question que j'ai posée, ça le fait réfléchir, et de lui-même, il va me dire « oh, finalement, on fera ça demain ». De lui-même, il va adapter son rythme au mien. Et il n'y a plus de conflit. Donc, ça veut dire que la communication est un apprentissage, et c'est comme ça pour tout. Mais finalement, en fait, de moi, ce que j'ai toujours vu le mariage comme une utopie, comme un goal, comme le rêve du prince charmant, ça y est, tu te maries, c'est la belle histoire en fait. Et je pense que les gens idéalisent peut-être le mariage, en fait. Mais la réalité, c'est de se préparer à non, ça va être pas facile. Alors, comme être en couple, ça veut dire essayer de faire au mieux pour avoir home sweet home, c'est-à-dire un lieu où on se sent bien, avec une belle déco, des bons repas, des enfants en bonne santé, un jardin entretenu, enfin un travail épanouissant. Ça fait tellement de missions, il y a tellement de missions qu'il faut se dire que c'est impossible, et que par conséquent, à part faire des choix pour se simplifier la vie, je ne vois pas comment on peut avancer. Et moi, j'ai toujours essayé au maximum de me simplifier la vie. Quand je dois faire ma valise et qu'on part au bord de la mer, dans ma valise, il n'y a que des habits bleu marine. Enfin, je fais des choses vraiment très, très... J'essaye dans tous les domaines de rationaliser, parce que sinon, on ne s'en sort pas, quoi. Bon, on va faire un exercice, c'est du vrai ou faux. Est-ce que tu penses que l'amour suffit à faire durer un couple? Il y en a qui pensent qu'il faut avoir la même religion, la même passion commune ou le même projet de vie, et que sans ça, l'amour ne va pas suffire. Alors, je pense que par rapport au projet, pour qu'un projet fonctionne, il faut un équilibre, c'est-à-dire que quand on se met avec quelqu'un, c'est souvent parce qu'on l'admire. Okay. Et on l'admire, pourquoi? Parce qu'elle a des compétences qu'on n'a pas. Ouais. Moi, par exemple, je suis incapable de parler en public. Et donc, si je vois une personne parler en public, je vais être bouche bée. Je vais me dire « ah là là, la personne, elle est courageuse ». Donc, il faut une part d'admiration, je dirais 20% de compétences qu'on n'a pas chez l'autre. Et 80% où là, vraiment, on a la même conception pour dépenser l'argent, la même conception pour éduquer les enfants. Il faut un socle commun de 80%, et après, les autres 20%, c'est vraiment ce qui nous a vraiment attirés vers l'autre, quoi. Donc, socle commun, plus amour, ouais. Et ça... Après, il faut donner une définition à l'amour. C'est-à-dire que moi, l'amour... c'est vraiment donner des preuves, par exemple si la personne est malade, faire tout pour être à ses côtés, c'est quand elle est en souffrance, l'aider. L'amour pour moi ce sont des actes, et ça n'a rien à voir avec l'attirance physique. Moi je sépare vraiment les deux, parce que je trouve que l'attirance physique c'est une chose que l'on peut vivre au quotidien pour des tas de personnes différentes.
et parce qu'on se retrouve dans un contexte qui favorise le rapprochement de deux personnes. D'accord. Moi, il y a eu j'ai eu plein d'occasions de me sentir attirée par des hommes, soit parce que j'allais en formation à Paris pendant une semaine, on était côte à côte, la personne à côté de moi était très sympathique, on buvait des cafés ensemble, elle avait un parfum attirant, on était comme ça, H24 sur le même ordinateur pour la formation. Enfin, il y avait plein de contextes. Tu peux, par exemple, prendre le train tous les jours avec une personne charmante, très drôle. Oui, mais l'amour n'a rien à voir. Mais l'amour n'a rien à voir. C'est juste que tu es tellement bon chez toi à faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, que quand tu rencontres une personne attirante, ça devient une récréation. Ça devient un petit rayon de soleil. Parce que toi, tu t'es acharné à ce que toutes les lessives soient faites, que le ménage soit fait, que tout. Et donc, cette personne-là, c'est un rayon de soleil, elle est attirante, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est vraiment un engagement, c'est avoir un projet commun, une fusion des agendas, c'est beaucoup de choses. Et c'est pas un pas de côté parce que tout était favorable à ce que deux personnes... D'accord. Oui. On est à 30 minutes ? Ok. Je te pose 2 autres questions. D'accord. C'est bon ? Attends, je respire un coup. Ça va comment je parle ? Je parle pas trop vite ? Non, ça va. C'est bon ? Ok. Est-ce que tu penses que dans un couple, il ne faut pas tout se dire ? Ah oui, alors pour moi c'est essentiel. C'est essentiel tout ça parce que, en fait, quand j'étais jeune... Tu vas pleurer ? Ben, on est deux sensibles. J'ai été proche d'un couple qui, à un moment donné, s'est pas entendu. Mhm. Et la famille est partie en éclats. Et donc, j'ai bien pris conscience que tout pouvait basculer, tout ça parce qu'on ne dit pas tout à des enfants. C'est très important de préserver les enfants. Parce qu'un enfant ne peut pas comprendre qu'un couple a des défaillances parfois. Mais avec le conjoint, est-ce que toi, tu dis tout à papa ou pas ? Ben, le conjoint, il a son travail, il a ses soucis de santé, et donc le but, c'est quand même de le préserver. C'est quand même de partager des choses quand le contexte il est favorable, mais on ne va pas lui rajouter quelque chose, un fardeau de plus s'il a géré plein de soucis dans son travail, des problèmes de santé. Il faut savoir faire en sorte que au sein du foyer, ce soit le plus fluide possible, qu'il y ait une ambiance légère. Et donc, non, je ne suis pas du tout pour dire tout. D'accord. Et est-ce que dans une vie de couple, il y a forcément une crise qui remet tout en question ? Ben, pour moi, c'est des crises qui ont une plus ou moins grande importance, mais ça fait partie de l'apprentissage. Les crises, elles sont régulières, hein. Les crises, elles sont, je ne vais pas dire quotidiennes, mais elles font partie de l'apprentissage et ça ne me choque pas du tout. Et... Toi, il n'y a pas eu une crise en particulier qui a tout remis en question ? Non, parce que pour moi, en fait, j'ai eu cette chance, c'est que avec papa, il y a eu une connexion, et cette connexion, je ne l'ai jamais trouvée avec quelqu'un d'autre. Donc, j'ai traversé beaucoup de crises, mais en fait, elles n'ont jamais été... Synonyme de rupture, quoi. Ok. Non. Et est-ce que tu penses qu'il ne faut jamais se coucher fâché ? Oh ben non, je pense qu'on peut se coucher fâché. D'accord. Chacun a besoin d'un temps qui lui est propre pour digérer la dispute. Donc s'il faut 2 jours, il faut 2 jours. Il n'y a pas de règle. D'accord. Ah oui, c'est pas du tout... non, non. Très bien. L'interview touche à sa fin. Quel est le mot de la fin ? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire ? Ben, en fait, quelles que soient les expériences que vous faites,
vous diffusez de toute façon de l'amour et cet amour-là, il va être de nouveau repartagé. L'amour, c'est comme l'argent, ça circule sans arrêt. Donc ne stockez pas votre amour dans votre cœur. Soyez généreux comme avec l'argent. Parfait. Merci, maman, d'être De venue. rien, merci de m'avoir interviewée. Avec grand plaisir.